de l'histoire des Noirs. Mon nom est Sophie Fouron et je suis une fière diplômée de l'Université de Montréal. C'est toujours un plaisir de revenir sur le campus et je serai votre animatrice aujourd'hui. Avant toute chose, je voudrais commencer par reconnaître que l'Université de Montréal est située en territoire autochtone non cédé par voie de traité et souhaite saluer ceux et celles qui, depuis des temps immémoriaux, en ont été les gardiens traditionnels. L'Université exprime son respect pour la contribution des peuples autochtones et à la culture des sociétés ici et partout autour du monde. Vous assisterez dans un instant à une conférence débat qui est le fruit d'un nouveau partenariat entre le Centre culturel afro-canadien de Montréal et l'Université de Montréal. Et pour commencer ce bel événement, j'inviterai le chancelier de l'Université, M. Franz Saint-Elémy, à venir nous dire un petit mot ou deux. Franz est juste là. Bonsoir. Wow, c'est tranquille. Bonsoir. Ah, enfin. Parce que ma communauté, quand on dit bonsoir, on répond. Hein? Mais la dernière fois que j'étais ici, il y avait une discussion. La dernière fois qu'on a fait l'événement ici, il y avait une belle discussion. Puis Tamara était ici. Elle avait fait quelque chose que je trouvais qui était fantastique. Elle avait pris EDI. Elle avait rajouté un J au début. Puis c'est devenu Jedi. Et moi, étant un amateur de Star Trek, un amateur des science-fiction, je me suis approprié de Jedi et j'y ai rajouté un A pour faire JDI. Et le A, ça veut dire créer un sentiment d'appartenance. C'est être dans un endroit où est-ce qu'on sent que ça nous appartient. Et l'Université de Montréal, ça nous appartient aussi. Et je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Merci Tamara pour m'avoir donné cette merveilleuse idée de justice, équité, diversité, inclusion, mais aussi appartenance. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir et de vous voir rassemblés ce soir ici. Et surtout de revoir certains d'entre vous, comme Tamara, mais aussi comme Allen, que essentiellement nous amène un point de vue qui nous fait grandir. Et je suis très heureux de pouvoir être avec vous, mais aussi de compter sur votre présence. C'est très encourageant pour moi de constater que l'histoire des Noirs suscite un intérêt de plus en plus important pour l'Université de Montréal. Je constate aussi une augmentation du nombre d'activités, mais surtout du fait qu'il y a maintenant une prise en charge aux plus hautes instances de l'université afin d'assurer une diversité et une qualité des activités qui entourent le mois de l'histoire des Noirs. D'autant plus que la qualité et le nombre des participants augmentent à chaque année. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est aussi une occasion pour nous rappeler d'où on vient et du progrès qu'on a fait. Mais c'est aussi une invitation à réfléchir et de prendre action afin de réécrire notre histoire. Les talents des afrodescendants sont présents dans toutes les sphères d'activité et à tous les échelons de la société, mais peinent encore à assurer leur succès et indépendance financière. Nous croyons que les choses doivent et peuvent changer. À l'Université de Montréal, les membres des communautés noires ne sont pas juste membres du corps du personnel, mais sont aussi membres du corps professoral, de la direction et même jusqu'au conseil que j'ai l'honneur de présider. Le conseil, c'est d'ailleurs la plus haute instance de l'Université de Montréal. On y retrouve de plus en plus de gens issus de la grande diversité afrodescendante. Nous avons notamment Pelra Azandekon, Aminata Bal qui est avec nous ce soir, mais aussi Fabrice Ville. En plus de votre humble aujourd'hui qui est avec vous. Je vois comme ça un grand signal qui est tangible, mais aussi un encouragement de continuer d'élargir l'accès aux études supérieures pour les jeunes Noirs. Parce qu'à la base de tous les progrès que nos communautés peuvent réaliser, il y a l'éducation et l'accès au savoir spécialisé. C'est d'ailleurs ce qui nous a motivés, mon épouse Vicky et moi, à faire un don pour soutenir l'innovation pédagogique à travers les technologies
et rendre l'université par le fait même plus accessible à toutes et à tous. Nous avons fait ce don dans le cadre de la grande campagne « L'heure est brave » de l'Université de Montréal. Et je crois que vous avez probablement, soit pendant que vous rentrez à l'université ou pendant que vous étiez sur les autoroutes ou que vous avez vu dans les nouvelles, c'est une grande campagne. C'est la campagne la plus ambitieuse de l'histoire de l'université qui vient d'être lancée. L'accessibilité aux études supérieures et spécialisées, c'est une retombée que je souhaite de tout cœur pour cette campagne. Nous devons faire en sorte qu'aucun talent, qu'aucun potentiel ne soit gâché. Et surtout parce qu'on vient d'un quartier comme Saint-Michel ou Montréal-Nord ou Saint-François ou de Kinshasa. En terminant, je tiens à souligner le lien plus particulier qui est de plus en plus fort entre l'Université de Montréal et le CECAM qui a été fondé par mon ami Alain Alexandre. C'est la deuxième année que l'université et le CECAM collaborent pour cet événement. Le CECAM, comme vous le savez, c'est une initiative qui est relativement jeune, mais avec de grandes ambitions. Et nous souhaitons que ce soit le début ou la continuité d'une très grande collaboration à très long terme. Le CECAM et l'Université de Montréal ont une place particulière dans mon cœur et je suis très heureux de voir que le résultat de leur travail commence à porter fruit. Je vous souhaite d'ailleurs une très bonne soirée et un très bon événement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le chancelier. Merci. Je vais maintenant me tourner vers Madame Patricia Fourcan, présidente du conseil d'administration du CECAM, et l'inviter à son tour au micro. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier, toutes et tous, d'être présents ce soir à notre dernière édition de la conférence débat annuelle organisée dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs en partenariat avec l'Université de Montréal. D'abord, je tiens à saluer la présence de M. Franz Elemi, chancelier de l'Université de Montréal, de M. Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal, Mme Valérie Amirault, vice-rectrice aux partenariats communautaires et internationaux de l'Université de Montréal, Mme Erika Alneus, responsable de la culture, Ville de Montréal, M. Alain Alexander, directeur général du CECAM, et aussi salutations à l'équipe du CECAM qui travaille tellement fort pour nous organiser des activités aussi spectaculaires, ainsi que un bonsoir aux membres du conseil d'administration du CECAM, Ismaël Boli, secrétaire, et Andrea Pris, administratrice. Je tiens également à remercier particulièrement Patrimoine canadien, un partenaire important pour nous dans la réalisation de nos diverses initiatives, représentées ici aujourd'hui par Mme Andréane Bernier. L'objectif de cette conférence est de sensibiliser, d'informer, de pousser la réflexion et de proposer des pistes de solutions, des pistes d'action pour améliorer la condition de vie des communautés noires ou d'afro-descendantes du Québec et de Montréal en particulier. Je pense que cette soirée doit nous permettre à nos communautés de rayonner et également de trouver des solutions afin que nos communautés vivent dans de meilleures conditions et que nous puissions créer une société plus équitable et juste. Finalement, je suis très fière de cette collaboration exemplaire entre le CECAM et l'Université de Montréal pour cette deuxième édition de la conférence débat « Images ou réalité ». Je vous souhaite bonne écoute et bonne participation. Merci beaucoup, Madame Fourcan. Il paraît, on me souffle à l'oreille que de nombreuses idées avaient été lancées durant une rencontre estivale entre l'université et le CECAM il y a déjà de cela 2 ans. Hein, c'est vrai, hein? Mais on est content de voir qu'il y a un deuxième événement qui s'est concrétisé et je suis sûre qu'il y en aura plusieurs autres entre l'Université de Montréal et le CECAM. Avant de passer à la discussion avec nos panélistes qui attendent bien sagement, nous sommes ravis d'accueillir Mme Erika Alneus, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne, conseillère de ville du district Étienne-des-Marteaux à l'arrondissement de Rosemont. La petite patrie. Mme Alneus, Erika, si vous voulez bien me rejoindre, à vous la parole.
Bonsoir. Je sais que je ne suis pas l'objet de votre venue, donc je me ferai brève quand même. Monsieur le chancelier, monsieur le recteur, madame la vice-rectrice, madame la présidente du conseil d'administration, mesdames et messieurs, distingués invités, je suis très heureuse d'être ici et je tiens à vous transmettre les salutations de la mairesse de l'arrondissement, madame Katawa, que j'ai le plaisir de remplacer. Et plaisir parce que je suis moi aussi une diplômée de l'Université de Montréal et dans mon parcours, ça a été très important parce que l'Université de Montréal a participé à ce qu'une personne avec un parcours atypique puisse avoir de l'éducation. Donc, je tiens quand même à lever mon coup de chapeau à l'université. Avant de laisser la parole aux panélistes, j'ai envie de parler d'un mot que j'ai entendu au début du mois de l'histoire des mots noirs, et c'est le mot bienveillance. Bienveillance peut rimer avec suffisance, mais j'ai envie de parler de bienveillance parce que entre nous, le fait d'être ensemble, d'avoir des discussions franches, de pouvoir se dire la vérité pour plus grand que nous, pour honorer nos ancêtres, mais aussi célébrer ceux qui viendront après nous et qui nous ressembleront. Je pense que c'est important de se rappeler de ce mot-là. Et je tiens à saluer le CECAM qui porte ce mot-là dans le milieu de ses actions. Je pense que le débat d'aujourd'hui est important sur est-ce que nous sommes présents? Est-ce qu'on a notre place? Est-ce que c'est la place qu'on devrait avoir? Est-ce que la place qu'on a, elle représente toutes nos communautés afrodescendantes. Donc, je tiens à vous saluer pour d'offrir l'espace pour qu'on ait ces conversations-là parce que je pense qu'on participe à veiller encore mieux sur l'un et l'autre. Encore une fois, je tiens à vous remercier, le CECAM, à remercier l'Université de Montréal et à continuer à vous inviter d'être bienveillants et de se rappeler que nous venons de civilisations qui ont voulu pour nous. Donc, gardons cette lumière pour ceux qui viendront après nous. Merci beaucoup. Bon débat. Merci beaucoup. Merci pour vos lumières. Merci. Place maintenant à cette conférence, à ce débat sur les questions de représentation des Noirs dans les médias au Québec. Large sujet. On va essayer de circonscrire ça. Nos trois invités panélistes que je vous présente dans un instant discuteront des succès et des défis reliés à la diversité sur nos écrans. Nous explorerons ensemble des pistes de solutions pour une présence plus équitable des personnes noires dans le paysage médiatique québécois. S'en suivra une période de questions à laquelle vous êtes évidemment tous conviés. Permettez-moi donc de vous les présenter. Vous pouvez vous avancer, vous trois. Vous allez les reconnaître. Professeure adjointe au département de communication de l'Université de Montréal, Pascale Caïdor s'intéresse... Ben oui, on peut l'applaudir. Pascale Caïdor s'intéresse principalement aux liens entre les relations publiques et les différentes formes d'inégalité ainsi qu'à ses conséquences sur la justice sociale. Ses travaux portent sur l'importance du rôle social des relations publiques dans la mise en place de mesures, de politiques et de programmes d'action ayant pour objectif la défense des intérêts des communautés marginalisées et sur les initiatives de changement axées sur la diversité et l'inclusion dans les organisations. Pascale, bonsoir, merci d'être là. Noémie Mercier est journaliste. Faites du bruit! Noémie Mercier est journaliste et animatrice. Elle a été la première chef d'antenne nationale de Novo Info, le service d'information de la chaîne Novo, en plus de piloter 2 documentaires remarqués, l'affaire Chantal Daigle, le documentaire, et Évincé, les aînés contre-attaque. Finalement, le dernier non le moindre, Jean-Yves Roux. Jean-Yves Roux est producteur de spectacles et producteur de disques. Il a aussi lancé le magazine Vibe Plus, puis il s'est consacré à la production de vidéoclips et de spectacles ainsi qu'à la mise en marché d'albums d'artistes locaux et internationaux. 10 ans plus tard, il revient à la production télé en fondant Natif TV. Bonsoir et bienvenue à vous trois. Je vous rejoins. Alors... commençons par le commencement. Noémie. Bonsoir. Bonsoir à vous trois. Est-ce que, je pense qu'on peut se tutoyer, on se connaît un peu. Avec plaisir. Oui, alors allons-y. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution, en termes de diversité toujours, de notre télévision au Québec? Bien, je vais me permettre de répondre du point de vue des médias d'information, puisque c'est vraiment ça mon champ d'activité puis mon champ d'expertise. Donc, médias d'information, que ce soit écrit, radio, télé, la présence des personnes issues de la diversité puis des personnes noires,
si je parle d'un point de vue très personnel, ça fait quand même un certain nombre d'années que j'exerce mon métier autant à l'écrit, à la radio qu'à la télé. Bien, j'ai presque toujours été à peu près toute seule de ma gang dans 100% de mes milieux de travail. Et par là, je veux dire issue de l'immigration ou de minorités visibles ou afro-descendantes, ou en tout cas, peu importe comment vous voulez le nommer, mais disons que c'est des milieux qui étaient très, très homogènes, très blancs. Pour moi, le gros changement qui s'est passé, c'est 2020. C'est la mort de George Floyd et cette espèce de prise de conscience qui a été soudaine, répandue, assez généralisée et qui a vraiment amené une prise de conscience de ces enjeux-là que moi, j'avais jamais vécu auparavant. Et ça a créé toutes sortes d'initiatives peut-être un peu parfois dans la précipitation. Elles n'ont pas toutes donné leurs fruits, mais c'est une vraie révolution, là. J'appelle ça une révolution après 2020 parce que c'était de rien à beaucoup. Oui. Peut-être un peu maladroitement parfois. C'est ça. Mais quand même. Puis la révolution est en marche, puis évidemment, ce genre de changement-là très, très profond, on n'en voit pas les résultats du jour au lendemain et c'est loin d'être terminé. Donc, je dirais que c'est ça. Donc, je dirais que le plus gros changement, il est dans la discussion qu'on a puis dans la prise de conscience qu'on a. Moi, dans les médias d'information, je dirais pas que l'environnement humain a changé tant que ça. Je parle vraiment des médias d'information. Il n'y a pas non plus un nouvel afflux incroyable de gens issus de la diversité ou de gens des communautés noires. Ça se fait petit à petit. Voilà. Mais il y a certainement un éveil. Il y a un éveil. Oui. Il y a un éveil. Un éveil total. Oui. Pascal. Bonsoir. Bonsoir. On parle de représentation, de représentativité beaucoup. Je pense que c'est important de faire la distinction entre les deux, là, représentation, représentativité. Oui, bien merci pour la question, Sophie. Je pense que c'est une question qui est super intéressante et pertinente parce qu'on a tendance justement à utiliser les deux termes de manière un peu interchangeable. Donc, je pense que juste pour parler de représentation au niveau de la population afrodescendante au Québec, au Canada, bien, il faut comprendre aussi le poids démographique. Donc, déjà au Québec, on parle de 320 000 personnes afrodescendantes. On dit un Québécois sur 25 à peu près serait afro-descendant. Au niveau canadien, c'est à peu près 3,5 de la population noire, donc qui a ce poids aussi démographique au niveau canadien. Et on dit que cette population va aller en augmentant. Donc, déjà en 2036, on va être à entre 5 et 6 quand même de personnes issues des communautés noires au Canada. Donc, on parle de représentation, c'est vraiment cette idée que ce poids démographique n'est pas nécessairement représenté ou reflété dans les médias au Québec et aussi au Canada. Donc, la représentation, c'est la représentation physique, donc d'avoir des porte-paroles, des personnes issues des communautés noires devant la caméra, mais aussi derrière la caméra. Donc, je pense que c'est quelque chose d'aussi important, les scénaristes, les réalisateurs aussi, etc. Mais on parle aussi de représentation symbolique. Donc, par les médias, on va produire et reproduire des symboles qui sont assez forts et puissants au niveau de la société. Et ça va amener, malheureusement, des représentations qui sont dépréciatives, qui sont négatives aussi. Donc, je donne l'exemple de l'association Noire Criminalité, par exemple, qui va avoir des conséquences aussi réelles pour les communautés noires qui vont, par exemple, avoir des phénomènes comme le profilage racial qui va faire en sorte qu'on va interpeller, par exemple, les personnes noires qui sont au volant, par exemple, d'une voiture de luxe, etc. Donc, moi, je suis mère de 3 garçons. Et je pense qu'il y a d'autres mamans dans la salle qui ont dû avoir cette fameuse conversation où on dit justement à nos garçons, ben, quand tu te fais arrêter par la police, voilà ce que tu dois faire. Donc, quand mon grand a commencé à conduire, ben, c'était quelque chose que je vais avoir en tête. The talk. The talk, oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est important de voir que c'est pas juste des images, c'est pas juste la représentation, mais c'est des symboles aussi qui sont créés qui peuvent avoir des conséquences concrètes pour la vie des communautés noires au Québec et au Canada. Donc ça, c'est en termes de représentation. Et en termes de représentativité, c'est quand même l'idée qu'il y a un lien, si tu veux, entre les personnes qui sont représentées et les représentants. Donc, est-ce que les représentations qu'on voit, par exemple, à la télévision, sont fidèles ou en tout cas qu'il y a un alignement entre les attitudes aussi, les croyances des communautés et qu'est-ce qui est représenté aussi à la télévision? Est-ce qu'on est plus proche d'une représentation authentique, si on veut,
qui tient compte de la diversité, en fait, des communautés noires au Québec, au Canada. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Donc, penser la représentation en s'appuyant sur la représentativité, ça nous permet justement de s'assurer qu'il y a une diversité, en fait, de communautés qui est représentée à l'écran. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et la représentativité dépend aussi de qui veut représenter, d'où l'importance d'avoir des gens derrière la caméra, d'avoir des décideurs issus des communautés afrodescendantes. C'est tout ça, tout est interrelié finalement. Jean-Yves, bonjour, bonsoir, on ne sait plus il est quelle heure. Bonsoir. Je pense que c'est très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi le besoin d'avoir Natif TV. Pourquoi avoir ressenti cet élan de créer un poste, une chaîne qui est sur le web. En fait, j'ai la définition. Peut-être tu peux nous la dire. Qu'est-ce que c'est Natif TV, en fait? Bon, on n'est pas juste sur le web maintenant, on est sur Bell et dans les prochaines semaines sur Vidéotron, Cogeco, TELUS, un peu partout en termes de câbles distributeurs. Mais oui, effectivement, on a aussi la plateforme de streaming qui est disponible déjà. Pour justement rentrer en continuité avec ce que ma collègue ici discutait, c'est que c'est exactement dans cette direction-là et la raison, le mandat principal qu'on s'est donné dès le départ dans la création de Natif TV. Parce qu'on s'est rendu compte depuis des années, parce que la sous-représentation des communautés culturelles à la télévision, comme l'expliquait d'ailleurs Noémie, ça date pas d'hier, on retourne 20 ans, 25 ans en arrière, au début de sa carrière. Elle a très bien dit de son témoignage. Elle était un cas unique dans des salles de nouvelles. Donc, il y a comme en 2020, quand est arrivé le fameux phénomène George Floyd, puis soudainement la diversité, c'est devenu un phénomène à la mode, pendant qu'il y a des décideurs qui ont décidé de vouloir créer toutes sortes d'initiatives, toutes sortes de politiques, tu as des gens qui ont voulu profiter de ces initiatives, profiter de ces politiques, des gens qui sont dans l'industrie depuis plusieurs années, qui n'ont jamais eu d'intérêt pour tout ce qui est représentation ou représentativité ou communauté culturelle, mais à cause qu'il y a de l'argent, à cause qu'il y a des incitatifs financiers en jeu, là, ça devient intéressant. Et c'est sur ce point-là que moi, mon équipe, on met le doigt. Pourquoi? Parce qu'on a 20 ans de retard. Même si c'est en 2020 que des gens se sont soudainement réveillés à cause que chez nos cousins américains, c'est devenu important, donc ça devrait être important au Québec. Non, ça a toujours été important. C'est juste que la majorité ne s'en sont pas rendus compte. Ils se sont réveillés il y a 2-3 ans. Et nous, quand on a lancé Natif TV en 2018, personne ne parlait de ça. Alors oui, le phénomène est devenu à la mode maintenant. Ce n'est rien de nouveau pour moi et mon équipe. Nous, on ne fait que continuer un travail qui avait déjà été entamé depuis bien des années et notre objectif est toujours le même que celui qu'on s'était donné en 2018 et qu'on a toujours en 2024. C'est d'ouvrir des portes parce que c'est ça le principal problème. C'est le manque d'opportunités à des producteurs issus de nos communautés de pouvoir vivre de leur art. Parce que qu'est-ce qui est important? C'est pas seulement la représentativité ou la représentation en général de se voir à la télé. Qui contrôle le narratif? Qui contrôle les histoires? Qui raconte l'histoire? Qui est le propriétaire de la propriété intellectuelle, des droits de qu'est-ce qui est produit? Tout ça, c'est de l'argent à long terme. C'est cool de créer des jobs. C'est cool de permettre à des gens de nos communautés d'être des comédiens, d'être des acteurs, d'être des techniciens. Mais il faut aussi des hommes et des femmes d'affaires qui sont propriétaires de boîtes de production, qui sont propriétaires de chaînes de télévision, qui sont propriétaires d'agences. Il faut aussi des entrepreneurs aussi issus de nos communautés qui soient impliqués dans cette industrie-là. Sinon, on est tout simplement non seulement des consommateurs, on est juste des employés. Il faut aussi qu'on soit employeur. Est-ce que... oui, je pensais que vous alliez applaudir, Jean-Yves. Je pense que ça va. Est-ce que, Jean-Yves, tu as senti... un regard, une écoute plus grande depuis quelques années, étant donné que vous êtes en opération depuis 2018. Est-ce qu'il y a eu un changement avec les gens de l'industrie, là? Le changement, il est là, mais c'est encore très en surface.
c'est très esthétique. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de véritable intention profonde d'apporter un changement. C'est à cause d'incitatifs financiers qu'on a senti des changements. Et il n'y a rien de mal à ça. C'est bien qu'il y a eu des politiques qui ont été mises en place pour justement... Parce que c'est à ça que ça sert la politique. La politique, ça sert justement à forcer des choses pour que les choses changent. Mais ça ne veut pas dire que l'industrie est content de ces changements-là. Non, tout changement dérange. Donc, qu'est-ce qui dérange? Ça prend du temps. Une de vous deux disait ça aussi, c'est pas du jour au lendemain que les choses vont changer, ça va prendre du temps, c'est humain. Et nous, justement, on fait partie, justement, de cette volonté d'apporter ce changement-là, étant donné qu'on sait que ça va pas se faire du jour au lendemain. Pascal, et vous pouvez tous répondre, pourquoi c'est important pour les communautés afrodescendantes de se voir sur nos écrans? Oui, ben en fait, c'est très important. Puis, je pense surtout à nos jeunes aussi, parce que je suis maman, donc j'aime le répéter parce que ça fait partie d'un rôle qui est important pour moi. Mais aussi qu'on pense aux représentations qui sont négatives, dépréciatives, ben ça a un impact quand même sur la confiance en soi, sur la manière dont on va se voir aussi, donc l'identité des enfants. Donc, si on pense au fameux test de la poupée, où on demande à une petite fille de choisir entre une poupée blanche et une poupée noire, et que la petite fille noire préfère en fait jouer avec la poupée blanche parce qu'elle dit que la poupée blanche, justement, elle est plus jolie, etc., elle est plus belle, elle est plus gentille, etc. Donc, on voit que les images, les symboles qui sont véhiculés par les médias ont quand même une incidence sur la manière dont les jeunes vont se voir, vont développer leur identité. Donc, pas dénigrante, qui peut permettre aussi aux jeunes de se développer et de se voir. Donc, on voit des représentations qui sont positives, des modèles. Donc, ça va nous inspirer aussi. Donc, voir une professeure noire, par exemple, à la télévision, bien, ça peut être super inspirant pour les jeunes. Un modèle, exactement. Donc, moi, oui, vas-y. Non, mais c'est de se sentir inclus dans cette société aussi, fondamentalement. Exactement. C'est de nous dire, vous êtes... Nous sommes tous partie prenante de cette société. On n'est pas en silo. De se voir sur nos écrans, c'est vraiment ça. Et de voir ce qui est possible aussi. Donc, moi, je viens d'un milieu quand même assez défavorisé, où on n'avait pas l'opportunité, par exemple, d'avoir des loisirs parascolaires. On n'avait pas la chance d'avoir, par exemple, des activités pour nous épanouir, etc. Oui, on allait à l'école, bien entendu. Les possibilités qu'on avait étaient quand même réduites. On voyait la télévision et on disait, ben voilà ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux pas faire. Donc, je pense que c'est important aussi de penser justement les jeunes qui viennent des milieux peut-être plus défavorisés, d'avoir des images positives, des modèles positifs aussi à la télévision. Donc, je pense que ça joue beaucoup sur l'identité. La fameuse phrase de Michelle Obama, c'est difficile d'aspirer à quelque chose qui est invisible. Exactement. C'est ça, ça résume tout. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, bien, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. L'image que ça envoie de qui a voix au chapitre dans la société québécoise. C'est-à-dire qu'il y a quand même, puis sans faire de généralisation, là, mais je pense qu'il y a quand même une vision au Québec assez réductrice de ça a l'air de quoi un Québécois, parce que tout ce qu'on voit dans les médias, puis encore là, si je me réfère un peu plus spécifiquement aux médias d'information, les gens qui ont une voix, qui participent au débat public, mais c'est très, très homogène. Donc, je trouve que les médias d'information ont vraiment un rôle de donner le micro à des gens de tous les horizons pour dire, bien, un Québécois, ça ressemble aussi à ça. Puis, évidemment, on est dans... Si je ramène ça à l'actualité, nos enjeux les plus épineux, nos discussions les plus complexes au Québec, notamment sur l'immigration, sur l'identité, sur la laïcité, ce sont tous des sujets qui interpellent très, très, très fortement, bon, c'est ça, des enjeux identitaires. Et quand on regarde ou quand on lit des plumes ou quand on voit des gens participer au débat public, puis ce ne sont que les mêmes visages, ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. Il faut qu'il y ait des voix diverses pour s'exprimer sur ces enjeux-là. Et tu ne peux pas non plus les sortir de ton chapeau juste quand il y a une controverse impliquant des enjeux raciaux ou le mot qui commence par N. Tout à coup, on met des Noirs à la télévision. Ce qui fait que
comme téléspectateur, ben tu ne vois les personnes noires que lorsqu'il est question de racisme, que lorsqu'il est question de controverse, que lorsqu'il est question de conflits raciaux. Et le téléspectateur n'est pas amené à voir ces personnes-là dans toute leur complexité, comme des gens qui travaillent, comme des gens qui ont beaucoup d'autres intérêts que leur propre origine, puis que leur propre difficulté raciale. Donc, c'est pour ça que, tu sais, de un, moi, je peux plus voir un panel à la télé où des 4 monsieur blancs discutent du mot qui commence par N, ça n'a aucun bon sens. Mais tu peux pas non plus sortir de ton chapeau ce jour-là la personne noire dans ton répertoire. Il faut que tu installes sa légitimité puis sa crédibilité auprès de ton public sur toutes sortes d'autres sujets. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est tellement évident que tu as travaillé dans une salle de nouvelles. Ben, c'est cela. Le cas du Québec, j'aimerais juste parler de ça rapidement. L'histoire du Québec, cette crispation identitaire, je fais attention à mes mots, toute l'histoire qu'on a de cette minorité dans cette majorité anglophone, est-ce que ça a joué, bien sûr, parce que si on se compare à la télévision américaine ou même ontarienne, ben c'est tout autre chose. Et puis vous disiez, on est 20 ans en arrière, mais qu'en est-il, justement, là, de la spécificité québécoise en termes de diversité à l'écran? Est-ce que vous voulez... Pascal, est-ce que tu veux te lancer là-dedans? Je ne les avais pas préparés à cette question. Ah, c'est une question piège. Non, c'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a des spécificités au Québec, de par la langue aussi, la langue française, qui fait en sorte qu'on a un contexte culturel qui est quand même assez différent. Puis je pense qu'il faut comprendre aussi la différence entre les communautés afro-canadiennes et les communautés, par exemple, afro-américaines. Donc, ils n'ont pas du tout le même contexte culturel. Donc, en termes de représentation, je pense que c'est important qu'on regarde la télévision québécoise, de se dire que malheureusement, ça n'a pas beaucoup évolué en termes de représentation. Donc, si on pense aux premières émissions là, qu'il y a eu, Jasmine, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission-là, où on avait, oui, je vois des têtes qui disent, ouais, je me rappelle de Jasmine. Malo. Mais moi, je t'aurais ramené à Patrice dans chez Denis. Ah, mais là, c'est l'Ouest. Normand Brathwaite, ça, c'est... ouais. Là, ça trahit ton âge, mais non. Tout à fait. Je comprenais pas tant, là, j'étais toute petite. Mais pour revenir à Jasmine, je trouvais ça intéressant parce que je lisais une entrevue justement de Jean-Yves Lord là, qui parlait un petit peu de la prise de risque qu'il a fait quand il a voulu justement diffuser l'émission Jasmine. Et le diffuseur disait, mais est-ce que tu es sûr que tu veux mettre 10 millions de dollars sur une production avec justement une actrice noire qui n'est pas connue du public? Donc, je pense que c'est important de comprendre, bon, c'est peut-être lié à la question monétaire ici, qu'il y a toujours une prise de risque que parfois, c'est peut-être plus difficile à prendre au Québec, je ne sais pas, où on a un investissement quand même à faire quand on décide, par exemple, d'aller avec des acteurs qui ne sont pas connus, par exemple, du public, etc. Donc, je pense que c'est important de voir que le contexte culturel fait en sorte que cette prise de risque est peut-être plus difficile, où on va dire, ben ça va peut-être pas plaire aux auditeurs, par exemple. Est-ce que tu es sûr que ça va plaire à la majorité des personnes qui écoutent la télévision, etc. Donc, c'est des questions que les diffuseurs, que les auteurs vont se poser et qui fait en sorte peut-être qu'on n'avance pas aussi rapidement qu'on le devrait. Donc, c'est peut-être une demi-réponse que j'ai pour toi. Oui. Ben, le contexte aussi de survie là, de la culture, puis de s'inquiéter de ça, ben, je pense que ça joue aussi dans les décisions, ou ça jouait dans les décisions. Jean-Yves, est-ce que tu veux rajouter Ben, c'est sûr que le facteur financier va toujours être le premier qui va être pris en ligne de compte dans les décisions d'un diffuseur qui veut toujours essayer de toucher le grand public. De plaire au plus grand nombre. Au plus grand nombre que possible. On s'en sort pas. Cependant, si on revient à la spécificité francophone du Québec, parce qu'à la base, t'enlèves le français, admettons que le Québec aurait été une nation anglophone comme le reste du Canada, il y a pas mal de débats politiques et sociaux qui n'auraient jamais existé. Donc, le fait français est le facteur déterminant et principal
de tous les mouvements qu'ils ont poussés, justement, cette poussée souverainiste et d'autres mouvements spécifiques au Québec. On parle ici du français. Là, maintenant, avec l'explosion des frontières à cause de l'Internet, qui a permis à des plateformes de streaming internationales de s'imposer, et là, ça a comme dérangé complètement l'industrie médiatique, à un tel point que maintenant, tu as des patrons de gros conglomérats qui viennent pleurer devant le CRTC parce qu'ils ont besoin d'aide, ces pauvres petits milliardaires. À un moment donné, il faut se poser les vraies questions. Finalement, l'avenir du français, il est où maintenant? Mais c'est dans la francophonie internationale. Le fait que les frontières même de la consommation du contenu passent par l'Internet principalement, et que le modèle d'affaires de la câblo-distribution, comme on l'a toujours connu, est en train de s'effondrer année après année. Les chiffres sont là à l'appui. Ça veut dire que l'avenir du consommateur de contenu francophone, c'est l'Afrique. Et pourquoi? Parce qu'en date d'aujourd'hui, et c'est des chiffres qui parlent, ce n'est pas mon opinion personnelle, la majorité des gens qui parlent français sur la planète sont africains. Que ce soit les Maghrébins, que ce soit l'Afrique subsaharienne. Donc, il va falloir à un moment donné que l'industrie médiatique francophone internationale, donc ça inclut pas seulement le Québec, mais on parle aussi de la France, de la Suisse, de la Belgique, commence à sortir de leur manière de voir l'industrie francophone en étant toujours le nombril du monde francophone et en s'ouvrant au large public qu'est l'Afrique francophone maintenant. Je vous ai demandé de réfléchir à des émissions qui vous ont marqué quand vous étiez plus jeune ou plus récemment, où il y avait, selon vous, une belle diversité, où les Noirs étaient bien représentés. Je ne sais pas si... On va parler du cas de Lakaïnou plus tard. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples en tête. Mais quand on était petit? Petit ou moins petit, là. Écoute, moi, quand j'étais petite, il y en avait pas. Il y avait Doualé. Il y avait Doualé. Il y avait Doualé dans Passe-Partout. Mais c'est au moins, moi, ça me console parce qu'on est passé de Doualé à Fardoche, qui est joué par un comédien d'origine haïtienne, Widmer Normé. Ouais. On a quand même fait un pas de géant, à mon avis. Oui. Et on a aussi English Major, qui joue un urgentologue dans une émission, Stat, pour ne pas la nommer, je ne sais pas s'il y en a qui vont la manquer ce soir, mais qui est écoutée par 1 million de personnes, et puis qui s'appelle Marc-Olivier Morin. Je trouve que c'est quand même Ça important. fait partie de la révolution dont tu parlais tantôt. C'est exactement ça. Mais je veux pas répondre à votre place, ce que je viens de faire. Mais vas-y, je t'écoute. Non, mais j'allais juste dire que quand j'étais enfant... Mais tu sais, veux pas, Doualé, c'était quelque part, c'était mieux que rien. Je me souviens quand même que moi, ça me parlait d'avoir Doualé. Qui était l'amie, la voisine. Oui, puis oui. c'est hyper donc positive, ouais. C'est ça, puis qu'il y avait des petites barrettes que et une comptine créole et une comptine en créole quand même. Fait que c'était mieux que rien, mais c'est vrai que quand tu as posé la question puis que j'avais un blanc total, ça me fait réaliser à quel point c'était un désert. Puis c'est le genre de réalisation que j'ai encore en 2024. Oui. Hey, coudonc, il n'y avait rien. Il y avait personne. Il y avait personne. Puis même au niveau des salles de nouvelles, des bulletins, il y a eu Michaël Jean quand même. Il y a eu Michaël Jean, il y a eu Mariana Murat aussi. Oui. Murat aussi. Murat, ouais. Donc ça aussi, ça a été très important. Ça, c'est une révolution, Mariana Murat, je me souviens. Oui, aussi. Parce que c'est avant Michaël Jean comme chef d'antenne à TVA. Oui, exactement. Ouais. Donc, il y a eu ces pionnières-là, mais c'est vrai que sinon, je bafouille beaucoup parce que je cherche pendant que je parle. Puis c'est les doigts d'une main, là, oui. C'est ça. Pascal? Moi, il y avait peut-être Ouattatata. J'avais envie de dire ça. Avec Rudy, oui, il y avait Rudy quand même. C'était une représentation qui était quand même stéréotypée parce que, bon, c'était le jeune noir qui fait du rap, etc. Moi, à l'époque, je m'intéressais beaucoup à la musique hip-hop, au rap aussi, etc. Donc, voir quand même, en tant qu'adolescente, un adolescent qui fait du rap à la télévision,
C'était mieux que rien. C'était pas la représentation qui a joué un rôle vraiment marquant dans mon identité, etc. Mais quand même avoir cette représentation-là en tant qu'adolescente qui voulait consommer aussi des émissions francophones. Donc moi, je parlais beaucoup plus français qu'anglais aussi. Je comprenais pas tout à fait les émissions en anglais. Donc j'avais besoin quand même de ce contenu francophone. Et je vous dirais que dans mon souvenir quand même d'adolescente, Watatata a quand même été assez marquant là quand même. Oui, mais c'est fou ce que ça représente de voir quelqu'un qui te ressemble, minimalement, là, mais qui est quand même qui pourrait être dans ta famille. Moi, je crois qu'il y a au moins un média qui est digne de mention, qui avait quand même fait quelques efforts, qui était Musique Plus. Parce que c'était probablement le seul média où il y avait eu quand même des tentatives quand même intéressantes d'avoir plus de représentativité, que ce soit avec Juliette Powell, Marilyn Laflaque, Varda Étienne, Rebecca McConnell. Il y a pas mal aussi de gens aujourd'hui qui ont commencé là. Ouais. Ne serait-ce que Philippe Fémiou et autres. Mais là, je crois qu'on était adolescents déjà, pour la plupart d'entre nous ici. Moi, j'étais enfant. Ouais. Moi, j'étais pas née. Mais c'est vrai, en plus, ça s'adressait aux jeunes. Ils ont compris quelque chose avant bien d'autres, que pour aller capter l'intérêt des jeunes, il faut qu'ils se retrouvent, il faut qu'ils soient représentés. Mais il y a un point important. La vision derrière Musique Plus et Much Music, c'est un entrepreneur juif de Toronto, Moses Zeimer, qui est vraiment mon mentor dans cette industrie-là, avec qui j'ai beaucoup appris. Et c'est la manière qu'il a bâti Much Music, mais c'est la manière qu'il a vraiment dit à Pierre Marchand, parce que c'est à Pierre Marchand qu'il a donné les clés du Québec par rapport à la chaîne francophone musicale, quand ils ont lancé ça en 86. Il a été très clair, Moses, je veux aussi qu'il y ait de la diversité sur cette chaîne-là, comme il y en a à Toronto. Si c'était pas de Moses, est-ce que réellement Pierre Marchand et sa gang auraient vraiment fait les efforts? Excellente question. Je sais pas, je vais pas m'avancer. Moi, j'ai envie de m'avancer, mais... Non, mais je pense que, justement, ce vent de Toronto a influencé grandement Pierre Marchand et ça a payé. Ça a payé parce que, je veux dire, on était tous au rendez-vous. La Kainuu. Est-ce que vous avez écouté La Kainuu? Non, pas tant? Alors, c'est une émission à Radio-Canada... non, qui est pas encore... Ma mère m'a dit, mais où est-ce que j'écoute cette émission? Sur tout.tv pour le moment. Ça va arriver à Radio-Canada dans quelques mois. Et ça a été écrit par des Haïtiens, parce que les trois sont Haïtiens, je pense. Angelo Cadet, Frédéric Pierre et Catherine Souffron. Et donc, la distribution est presque entièrement noire, l'équipe de production. Et il y a eu un programme de mentorat même sur la Kainuu, où des techniciens de souche, appelons-les comme ça, mentoraient d'autres de communautés noires. Ou en tout cas, voilà. Est-ce que, Pascal, tu l'as vu? Oui, moi, je l'ai vu au complet. Avec tes garçons? Avec mes garçons, mon mari, oui, on a regardé ça en rafale. Est-ce que c'est concluant? Est-ce que c'est une bonne idée? Et je mentionne que c'est 40 ans après The Cosby Show aux États-Unis. On n'a pas du tout la même démographie, la même histoire, mais ça fait 40 ans, j'ai vérifié, que Bill Cosby, c'est la dernière fois que je mentionne son nom, qui a écrit et produit ça. Et il y a aussi eu Little Mosque on the Prairie, qui est venu après les attentats, quelques années après les attentats du 11 septembre, sur une communauté arabo-musulmane dans l'Ouest canadien, mais c'était vraiment fait par ces gens de la communauté. Et la Kainuu est arrivée donc cette année au Québec. Tu as aimé ça? Est-ce que tu nous le conseilles à tous? Ben moi, je pense que ça vaut le détour. C'est une série de fiction qui se veut quand même, c'est une comédie, donc c'est quelque chose de quand même assez léger. Mais il y a quand même des bons sujets, donc, dont le profilage racial, par exemple, qui est abordé d'une manière que ça nous a fait réfléchir quand même. Les enfants ont regardé ça puis on dit « Oh, OK, tu sais, ça nous parle. » Donc, je pense que c'est sûr qu'en termes de représentativité, donc il y a beaucoup de commentaires qui ont circulé, par exemple, sur les médias sociaux, etc., pour dire « Ben, nous, on se reconnaît pas tout à fait, etc. » Pourquoi?
Pourquoi? Donc ça, c'est une bonne question. Donc il y en a, par contre, qui sont pas reconnus dans certaines scènes. Je dirais, je vais pas tout dévoiler la série. Est-ce que tu penses qu'il fallait que ça plaise au plus grand nombre, encore une fois? Ben moi, je pense que c'est quand même assez réussi. En tout cas, pour moi, c'est quand même une réussite, une première. Moi, je supporte à 100% en fait ce type de production télévisuelle. C'est difficile de plaire à tout le monde aussi. Il y a des scènes qui étaient peut-être un peu caricaturées. Donc c'est ça, on dit par exemple le prêtre, par exemple, dit, ça se passe pas tout à fait comme ça dans notre communauté. Donc il y a certaines choses, je dirais, qui ont peut-être accroché, mais ça je pense que c'est normal. Je pense que ça va arriver quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose. Donc c'est sûr qu'on va recevoir de l'amour et des critiques aussi en même temps. Donc moi, j'encourage quand même les gens à aller le voir parce que je trouve que ça a été quand même bien pensé. C'est une fiction. Ça aborde quand même des sujets importants. L'identité sexuelle, par exemple, qui est abordée. Donc il y a des thèmes quand même qui sont intéressants, qui touchent nos communautés. Et je pense qu'il y a aussi l'aspect d'apprendre aussi des autres cultures qui est intéressant. Donc là, c'est vraiment sur la culture haïtienne, mais on apprend quand même beaucoup de choses sur la journée de l'indépendance en Haïti, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'informations aussi, de connaissances intéressantes aussi dans cette série-là. Donc, moi, je la recommande personnellement. Je trouve que c'est quand même bien réussi, même si en termes de représentativité, on peut toujours faire mieux, mais je pense qu'il faut quand même applaudir ce genre de projet. Je suis assez d'accord. Jean-Yves, oui. Moi, je trouve... je suis pas d'accord avec toi par rapport au personnage du prêtre qui est joué par Richardson Zephyr. Moi, personnellement, c'est mon personnage préféré. Moi aussi. Il est très drôle. J'ai trouvé très drôle. Caricaturé, peut-être un peu, mais ça fait partie du concept même du personnage. Le seul petit point négatif, c'est qu'il aurait dû être un pasteur et non un prêtre. Ils ont peut-être raté leur coche là, comme ils ont raté quelques d'autres coches aussi dans la série. Mais en dehors de ces petites erreurs-là en termes de réalisme qu'ils auraient pu quand même garder, c'est une belle initiative. Et j'espère juste que, parce que j'ai entendu dire que la deuxième saison a déjà été confirmée, que les critiques en tant que telles, qu'ils ont pris note de certaines critiques pour arriver avec une deuxième saison vraiment encore plus solide en termes, surtout en termes de narration, en termes d'histoire, parce qu'ils auraient pu aller plus loin. Mais c'est une belle production en général. Est-ce que, Noémie, tu penses qu'ils se sont retenus justement un peu parce que c'était la première émission, la première série faite par des Noirs, menée par des Noirs? Est-ce qu'ils testaient l'eau un peu? C'est vrai qu'on sent qu'il y a certains passages qui sonnent un peu didactiques, comme si on s'adressait à la majorité francophone de souche pour dire sûr qu'ils comprennent. Oui. Tandis qu'on écoute des séries coréennes, des séries suédoises, puis on s'adapte, puis on découvre, puis si on a des questions, on va googler. C'est ça, là. Il y a peut-être des passages où on surexplique un peu trop. Ah, vous savez, c'est comme ça dans la communauté haïtienne. Mais cela dit, moi, je l'ai regardé aussi. J'ai trouvé ça bon, ça m'a séduite. J'ai quand même reconnu certains archétypes. Bon, je suis pas si proche que ça de la communauté haïtienne, mais je veux dire, même moi, j'ai quand même reconnu des archétypes intéressants. Puis je trouve aussi que le modèle d'avoir ce jumelage dont tu parlais, Frédéric Pierre, a été, et les autres auteurs ont été notamment encadrés ou entourés par François Havard, par exemple. Oui. À la réalisation, c'est Ricardo Trogi, qui est comme qui a énormément de métiers, mais donc d'avoir donné les clés à des personnes noires, mais d'avoir offert cet accompagnement-là suffisant pour que, parce que Frédéric Pierre, c'est la première fois qu'il scénarisait. Donc, c'est tout à fait pertinent que ce soit lui qui le fasse, que ce soit lui l'auteur principal, mais qu'on lui donne le soutien pour aller jusqu'au bout de son potentiel. Ça, je trouve que c'est vraiment une expérience à reproduire, puis c'est admirable que ça ait été fait comme ça. Et la pression qu'il a dû sentir. Oh là là! Quand t'es le premier, tout le monde te regarde, mais en même temps, ils ont eu un succès critique, un succès tout le monde a applaudi, en fait. Moi, je pense que ça aurait pu se passer bien avant, mais il y avait toujours comme une frilosité non nécessaire. Mais moi,
est-ce que je peux soulever un autre exemple dont je n'ai pas S'il te parlé plaît. tantôt? La série Pure Laine à Télé-Québec. Oui, Didier Lucien, on l'a oublié un peu avec Dans Et une galaxie, Moi, je mais me il était souviens dans Pure Laine aussi. de ouais. cette série-là. Peut-être que ça a mal vieilli, honnêtement. Je ne l'ai pas regardé de nouveau. C'est 2006-2007 à Télé-Québec, 2 saisons. Ouais. Didier Lucien est en couple avec Macha Limonchik Oui. et je crois qu'ils ont une petite fille adoptée Ou d'origine une petite chinoise. fille chinoise. Et là, il y a l'amie de souche qui se met tout le temps les pieds dans les plats, mais qui est en même temps merveilleuse de maladresse bienveillante. Là. Donc, ça, c'était réussi. Puis je trouve que c'est un exemple dont on parle trop peu parce que, enfin, dans mes souvenirs, c'était réussi. Puis on explorait toute cette complexité-là des rapports identitaires. Culturel, oui. D'ailleurs, on rediffuse les 2 saisons sur Natif TV pour les gens qui ne le savent pas. Ah, regarde comme il y a de la vision. Ouais. Moi, personnellement, quand j'ai contacté André Dubois, parce que André et moi, on est devenus de très bons amis, et je trouvais que André et son équipe, ils étaient vraiment en avance. Précurseur. On est en 2006-2007 à cette époque-là, et tu sais, c'est peut-être cette autre opinion-là que moi et bien de mes amis qui ont vu la série La Caille-nous, on a eu. Si on veut faire un comparatif, c'est que pour nous, La Caille-nous, c'est une belle initiative. C'est juste qu'en 2004, si ce serait sorti 20 ans plus tôt, en 2004, là, j'aurais été « wow ». Tu sais, j'aurais été vraiment impressionné. Mais maintenant, on est en 2024, on a accès avec Netflix et Prime et Disney à tellement de contenu de tellement de pays. Au monde entier. Au monde entier, des séries, puis parce que moi, je suis un grand amateur de séries nigériennes et de telenovelas d'Amérique du Sud. Fait que maintenant, tu sais, il en faut beaucoup pour m'impressionner maintenant aujourd'hui en tant que consommateur de contenu. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis comme c'est dommage juste qu'on soit si en retard. Est-ce que tu as écouté Après le déluge? Oh, je me suis pas vraiment... Non? Avec Pénande estimée? C'est ça, hein? Vous l'avez vu? Non? Oui? Alan, tu l'as vu? C'est très, très bon. Très, très bon. Et Après le déluge, non? Je ne l'ai pas regardé. C'est l'histoire d'une policière qui entraîne des jeunes délinquants, noirs comme blancs, c'est très bien. Et elle fait ça contre un peu la volonté de ses patrons. Et Penande estimée, elle est phénoménale. Et on a souligné, elle en a parlé aussi, le fait que c'est une comédienne noire à la peau foncée qui a un premier rôle dans une série au Québec. Et ça valait la peine d'être souligné quand même, parce que ça, c'est tout un autre dossier. Mais au Québec, on a appris le mot colorisme, mais récemment. Et Penande, elle a fait un travail magistral dans cette série-là, puis c'est très, très, très bien fait, là, si ça vous dit. Vous devriez prendre des notes là, sur toutes les séries qu'on vous note. Moi, j'en prends. Oui, vous devez les connaître quand même un peu. Donc, si on y va, on va passer à la période de questions dans peu. Alors, vous pouvez les préparer, vos questions. Mais si on y va plus concrètement, comment faire pour qu'il y ait une meilleure présence, une présence plus équitable des personnes afrodescendantes dans nos différents médias? Qu'est-ce que vous suggéreriez? Est-ce que je peux commencer? Ah, vas-y. Pour pas qu'on te vole tes idées, vas-y. Bien, moi, puis encore là, je parle des médias d'information. Ce que je trouve le plus important, c'est qu'il faut que le message vienne d'en haut. C'est-à-dire des patrons, et qu'ils soient vraiment... et que ça soit une conviction fondamentale d'en haut qui soit transmise à tous les échelons jusqu'en bas et que ça vienne avec des ressources. Je crois que le mot « façade » a été utilisé plutôt dans la discussion. J'endosse ça. Je trouve que la diversité dans les médias d'information, c'est encore une diversité de façade. Où est-ce qu'on sait que c'est ça qu'il faut faire? C'est image ou réalité. Ça revient au même, oui. C'est ça. On sait que c'est ça qu'il faut faire. On sait que c'est ça notre responsabilité sociale, que c'est ça qui paraît bien. On nous l'impose parfois. On nous l'impose, oui. Effectivement. Radio-Canada, il y a des quotas d'avoir un certain nombre de personnes de la diversité dans les équipes. Oui. Mais ça vient pas toujours avec une conviction fondamentale, une compréhension profonde de à quoi ça sert, pourquoi faire, pourquoi c'est important pour bien faire notre travail d'avoir de la diversité, que c'est pas juste pour les apparences. On fait mieux notre travail comme journaliste, comme média d'information quand on met de la diversité. Mais ça, ce message-là, il doit être compris et incarné
par le patron, par la direction. Ce message-là doit être renforcé tout le temps. Chaque fois qu'on a un patron qui nous parle des valeurs ou des objectifs, il faut que la diversité en fasse partie parce que sinon, c'est la première chose qui saute. Dans un média d'information, on n'a jamais le temps de rien faire parce que tout va trop vite. Si la diversité n'est pas constamment renforcée comme étant un objectif puis une valeur avec un raisonnement puis des justifications très bien expliquées, c'est ça qui saute en premier. Je pourrais continuer, mais ça, c'est important. C'est très clair. Pascal? Oui, bien, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, puis surtout avoir une certaine constance, parce que souvent, ce qu'on a vu, c'est que les initiatives qui commencent, bon, c'est ça après le meurtre de George Floyd, par exemple, tous les programmes, initiatives EDI, etc. Et on voit que dans le temps, ça ne perdure pas, que les gens, ils perdent un peu le momentum et que le support, si vous voulez, se perd aussi. Donc, c'est des programmes qui commencent en force, mais que finalement s'essoufflent assez vite. Donc, je pense que supporter aussi, j'aimais bien l'idée du mentorat, donc d'avoir justement l'accompagnement des mentors qui sont là aussi pour donner aussi aux communautés le pouvoir d'avoir leur propre narratif, donc de créer des histoires, d'être derrière la caméra. Ça, je pense que c'est vraiment important de renforcer ça aussi. Donc, c'est bien le devant la caméra, mais derrière aussi, je pense, de donner vraiment ce pouvoir de pouvoir se définir, se raconter, avoir des productions originales aussi qui viennent des communautés. Ça, je pense que c'est primordial, en tout cas, selon moi. Et moi, je répète souvent que ce qu'on voit à la télévision depuis, ben là, c'est vrai que ça tend à changer, mais ce qu'on a vu pendant si longtemps, il y avait 3-4 personnes qui décidaient de ce qu'on avait, de ce qu'on voyait, en fait, ou de ce qu'on écoutait. C'est un petit groupe de gens qui se ressemblaient. Et ça a été comme ça pendant des années. Au Québec, la télé a été faite par des Blancs, pour des Blancs pendant des années. Et là, ça change. Et ce n'est qu'à notre plus grand bonheur parce qu'on a accès à d'autres contenus, d'autres points de vue, d'autres expériences. Finalement, tout le monde est gagnant. Mais Jean-Yves, je te laisse répondre à ton tour. Bien, l'équité économique, c'est la clé. Parce que tout passe par le pouvoir économique. Il faut pour qu'on soit en mesure de raconter nos histoires, mais il faut qu'on nous donne les moyens de le faire. Pour avoir les moyens de raconter nos histoires, bien, ça passe par donner plus d'espace et d'opportunités à nos producteurs. C'est la raison d'être de Natif TV, parce qu'on considère faire partie de la solution. On ne considère pas être la solution, mais en faire partie pour encourager un peu plus, justement, les autres diffuseurs qui se sont jamais sentis obligés de faire plus d'efforts. Et donc, c'est sûr que quand tu as au moins un nouveau joueur indépendant comme Natif et qui est en mesure, justement, d'investir un peu plus dans le contenu et permettre à des producteurs qui n'auraient jamais eu leur première chance, justement, de pouvoir faire leur première série fiction chez Radio-Can, de pouvoir faire leur première série au moins chez Natif, éventuellement, en faisant leurs dents, avec les années, avec l'expérience, vont pouvoir présenter des projets de plus grosse envergure chez d'autres diffuseurs justement établi depuis plusieurs années. Mais ça commence là. Ça commence par opportunité auprès de nos entrepreneurs. On ne peut pas juste être une industrie basée sur l'employabilité des gens de nos communautés. Il faut qu'il y ait aussi des créateurs d'emplois parmi nos personnes qui sont dans l'industrie. Est-ce que tu es le seul producteur afrodescendant à Montréal? Ah ben non, des producteurs afrodescendants, c'est pas ça qui manque. Pour ne nommer que 2-3 exemples de très belles productions, les productrices, ce sont 2 sœurs d'origine haïtienne qui ont produit un excellent film qui s'appelle Le mythe de la femme noire, qui a eu c'était le documentaire qui a eu le meilleur box-office en 2023, tout confondu. Là, on parle pas meilleur film par des réalisatrices noires, non, meilleur film documentaire au box-office. Point en 2023, qui est quand même important. Ben, c'est majeur. Oui, dans lequel, mais toutes les portes leur ont été fermées en 2020, 2019, quand elles ont fait le tour des diffuseurs pour proposer. Elles ont proposé à TV5, à Radio-Can, et tout le monde leur a dit non. C'est quand elles sont venues nous voir que nous, le oui de Nancy et de moi-même a été immédiat.
Et puis, regardez qu'est-ce que ça a donné. Ça a permis non seulement à elle, mais il y a d'autres producteurs qui ont pu avoir accès au crédit d'impôt, à la SODEC, à Téléfilm Canada, au Fonds des médias du Canada, tous ces organismes de financement, parce qu'évidemment, ici au Canada, au Québec, pour les gens qui ne savent pas, mais 85%, 90% de l'argent qui est disponible pour produire du contenu pour la télévision ou le cinéma, ça vient de nos poches payeurs de taxes. Donc, qui veut dire que s'il n'y a pas de diffuseur qui est là pour supporter ces producteurs-là, ben nos producteurs issus de nos communautés n'ont pas accès à ce financement-là. Et c'est pour ça que, je le répète encore, l'équité commence par l'économie, le pouvoir économique. C'est un bon point. On parle, pas tant ici, mais on entend des États-Unis un peu ce concept de diversity fatigue, la fatigue reliée au programme EDI. On en parlait un peu rapidement tout à l'heure, mais est-ce que vous sentez ça au Québec, qu'il y a peut-être un agacement ou une lassitude face au programme de EDI ou au programme de discrimination positive et tout ça? Je pense que cette fatigue-là peut exister, en effet, parce que j'ai l'impression qu'on s'attend à ce que les résultats à ce qu'on obtienne des résultats hyper rapidement. Instantanément. C'est comme, on a décidé que c'était important, la diversité. Bien, comment ça, demain matin, j'ai pas une salle de nouvelles pleine de diversité, puis j'ai pas 1000 panélistes de la diversité? Bien, parce que c'est un processus qui se fait sur plusieurs années. Voire génération, n'est-ce pas? Mais donc, j'ai l'impression que la fatigue de certains vient du fait que peut-être que certains ne s'attendaient pas à ce que les efforts doivent être aussi soutenus, d'où leur fatigue. Puis il y a l'autre fatigue aussi des praticiens issus de la diversité qui souvent, à l'intérieur des organisations, vont porter le poids d'être les défenseurs de la diversité puis les porte-parole de cette cause-là, alors que des fois, ben peut-être qu'on voudrait juste faire notre job, là. Peut-être qu'on voudrait juste être, mettons, journaliste puis pas être... la seule journaliste noire de la salle. Là, tu sais. Puis si tu es journaliste de la diversité, puis c'est toujours à toi qu'on confie les sujets immigration ou les sujets identité ou les sujets liés à la diversité, ça peut être lourd à un moment donné d'être cantonné à ça, alors qu'il n'y a aucune raison. C'est-à-dire qu'il faut que cette préoccupation-là soit partagée beaucoup plus largement. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Puis en même temps, ben malheureusement, trop souvent, ce sont les journalistes de la diversité qui s'intéressent à ces sujets-là, puis pas beaucoup les autres. C'est une grosse généralisation que je fais, là, mais souvent, c'est ça, ou ce sont eux qui ont les contacts aussi. Donc, mais ça peut devenir lourd, d'être cantonné dans ces sujets-là, puis de sentir la responsabilité de porter cette cause-là, ce qui est un fardeau que les autres n'ont pas. Les autres peuvent juste faire leur job, eux autres. Tu sais, c'est ça. Oui, mais c'est pas une fatigue qui est nouvelle aussi, parce que c'est un terme qui a été inventé dans les années 90. Donc, pour dire que c'est une fatigue qui continue depuis longtemps, parce que ce problème, quand même, d'inclusion, diversité, d'équité n'est pas nouveau aussi. Donc, je pense que c'est important de voir effectivement qu'il y a une charge mentale aussi qui vient avec ce travail en équité, diversité et inclusion. Donc, il y a Ahmed qui parlait de la métaphore du mur de briques. Donc, les personnes qui travaillent en EDI, que ce soit officiellement ou pas, dans les organisations, frappent souvent des murs de briques comme ça, donc la résistance, des obstacles qui font en sorte que ce travail-là est très difficile au niveau même émotionnel. Donc, tu vas avoir des commentaires qui sont très négatifs par rapport à qui tu es, ton identité. Donc, ça amène quand même une certaine fatigue aussi de faire face un petit peu à cette résistance, je dirais, face aux initiatives EDI. Donc, je pense que c'est important, justement, d'avoir cette responsabilité partagée. Donc, je suis d'accord avec toi, de l'EDI, donc pas que ça repose seulement sur les personnes issues des communautés marginalisées qui doivent porter l'EDI, qui doivent être responsables, justement, d'amener ce changement-là. Donc, je pense que les gens sont un peu sceptiques aussi parce qu'on parle beaucoup de l'EDI, mais en termes d'action concrète, parfois, on ne voit pas vraiment les résultats. Donc, je pense que c'est la fatigue d'en parler, de ne pas voir des changements, en fait, concrets se réaliser. Donc, je pense qu'au niveau des médias, c'est important de voir quand même qu'il y a une évolution, qu'il y a un changement, parce que sinon, les gens vont dire, bien, effectivement, on en parle, mais il n'y a rien qui change. Donc, je pense que c'est important. Puis il y a ce fameux phénomène de cette volonté d'obligation de résultats immédiats
comme tu sais, Oui, comme on disait au début, oui. Donc, c'est comme si ceux à qui on va donner cette opportunité-là qui a été très rare ou presque inexistante auparavant, bon, ben maintenant que la diversité est à la mode, ben vous, à qui on donne l'opportunité, là, ben c'est mieux de marcher ton affaire. Bizarrement, mais les autres avant, là, ils ont fait 2-3 échecs là, avant de finalement avoir des succès. Et faire des échecs, ça fait partie du processus de quelqu'un qui veut réussir. Mais si tu es dans une situation où tu es sur carrément un siège éjectable, comme ouf, c'est mieux de marcher la première saison, sinon c'est fini déjà. Contrairement aux autres avant, à qui on va attendre 1, 2, 3, 4 saisons, puis on va voir si ça va marcher. Ben non, toi on te donne une seule chance, puis c'est mieux de marcher tout de suite. Et ça, c'est l'autre problème. Là, ton échec se répercute sur l'ensemble des praticiens de la diversité. Tu n'échoues voilà. pas juste pour toi-même, tu échoues pour tout le monde. Et c'est là que je suis d'accord avec toi, que c'est lourd à porter, ça. Beaucoup, beaucoup de sujets. On pourrait parler de ça pendant des heures, mais on va vous laisser quelques moments pour nous poser des questions. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro dans l'allée. Oui. Allez-y. C'est le moment qu'on attend depuis des semaines. Est-ce que le micro fonctionne? Merci beaucoup à tous les panélistes. Le milieu de l'audiovisuel, c'est un milieu népotiste où on sait qui on connaît, on sait, c'est pas nécessairement ce qu'on sait. Et j'avais la question de... Quand vous parliez de mentorat ou d'ouvrir les portes, quel pouvoir vous avez, vous, en tant que... Dans vos domaines respectifs, pour justement... Parce que, pardon, je ne me suis pas présentée, mais je suis cinéaste et je suis aussi actrice. Et ça prend beaucoup de temps de percer, mais je veux juste savoir pour vous, dans une industrie qui est faite de copinage, et ça fait partie de la game, comment est-ce qu'on peut concrètement, s'il n'y a pas de programme de mentorat qui sont designés de manière, j'ai envie de dire, verticale, comment est-ce que vous, personnellement, vous pouvez aider des jeunes créateurs et créatrices à faire leur marque? C'était ma première petite question. La deuxième, c'est on parle beaucoup de fonds au niveau de... On parle beaucoup de formes au niveau de la diversité, de la visibilité. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez la latitude de créer d'une manière qui vous ressemble? Je donne cet exemple où là, par exemple, on est sur un panel où c'est très traditionnel d'être assise de cette manière. Mais si on pense nos formes artistiques de manière différente, est-ce que vous avez la latitude de créer des formes différentes, que ce soit dans une salle de presse ou que ce soit au niveau de comment on fait un film, justement? Que ce soit pas juste au niveau de la visibilité, du thème, mais du traitement, en fait. Donc, je sais que c'est... Alors, est-ce que Jean-Yves, le mentorat, peut-être? I'm going to jump on this one. Oui. Premièrement, il y a 2 conseils que je peux donner à quelqu'un qui veut percer dans ce milieu-là. Premièrement, je crois que c'est un conseil qui marche dans presque n'importe quel domaine des affaires, le networking. Il faut connecter avec les gens. Par exemple, un exemple concret pour toi, qui est cinéaste, je connais 2 organisations que, au cas si tu ne les connais pas, à qui je t'inviterais déjà à connecter avec ces gens-là, où tu peux trouver soit des collaborateurs, des partenaires ou même des mentors qui peuvent t'aider justement à naviguer dans cette industrie. C'est Coalition Média et Black on Black Films, qui sont 2 organisations très sérieuses et qui réunissent justement qu'il y a des producteurs quand même établis qui sont issus aussi des communautés racisées, qui font partie de ces 2 organisations-là, qui sont en mesure justement d'encadrer et de faire du mentorat auprès de nouveaux et nouvelles cinéastes de la relève dont tu fais partie. Ça, c'est la première des choses. Pour ta deuxième question, là, on parle plus de liberté artistique, si je vais dans un terme un peu plus large. Là, c'est plus une question de avec quel producteur tu travailles. Parce que la liberté artistique que tu recherches, c'est qui va te la donner? C'est le producteur et le diffuseur.
Donc, tu dois vraiment être sélectif avec qui tu travailles si tu cherches un minimum de liberté artistique pour le résultat que tu recherches pour ton projet. Je ne sais pas si ça peut répondre un peu à ta question. Oui, ça répond tout à fait, mais ça me fait aussi bondir parce que ce que moi j'ai personnellement expérimenté, c'est que comme le pouvoir ruisselle d'une certaine manière, quand tu parlais de responsabilité sur des gens racisés qui doivent rendre des comptes parce que c'est le début, mais il y a des postures qui sont peut-être moins une prise de risque quand tu deals avec des producteurs qui sont nouveaux sur le marché et qui vont te dire ben ça tu peux pas dire ça, versus des producteurs non racisés, et ça c'est mon expérience, qui vont dire ben vas-y, tu peux aller dans cette direction, on n'en a pas. Donc c'est ça qui me rend un petit peu ambivalente et qui est complexe à naviguer. C'est trouver le bon partenaire quand tu veux aller loin dans le discours et que tu as des gens qui ne peuvent pas aller loin parce que, OK, on est nouveau, on nous a donné une miette, on la prend, mais on a toute l'entreprise qui est sur nos épaules. Donc, si je te laisse aller trop profond dans ce que tu veux dire, je n'aurai pas le financement. Alors que quelqu'un qui a sa table, qui est là depuis longtemps, il s'en fout. La diversité, il n'en a pas. OK, ben, ça va ramener de l'audimat. Donc, vas-y, fais ce que tu veux. Et c'est ça que j'ai remarqué qui est difficile à vivre, en fait. Ah ben ça, c'est une question de choix. Hein. Rendu là, tu dois accepter et assumer avec qui tu décides de t'embarquer. J'ai été témoin de projets que j'aurais cru qui auraient bien marché et puis que ça a été un total fiasco. Donc, rendu là, it's part of the game, je t'avoue. It's really part of the game. Moi, je pense qu'il faut que tu restes toi-même, peu importe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il ne faut pas se dénaturer, même si c'est difficile, puis il y a des échecs, puis des portes fermées. J'ai adoré le tagline de la pub de Nike sur Serena Williams qui disait « By changing nothing, she changed everything ». C'est la meilleure ligne au monde. Elle est restée elle-même, puis elle a changé l'histoire du tennis. Mais bon, je sais qu'on ne parle pas de tennis, là, mais je trouvais quand même ça. Merci beaucoup pour votre question. Bonjour, Marina Mathieu. Je suis ici en fait à titre de chercheuse. Je suis présentement en train de faire ma maîtrise à York University en Gender Feminism and Women's Studies. Puis j'étudie précisément l'impact des initiatives EDI sur la représentativité des femmes afrodescendantes dans la télévision francophone québécoise. Puis au niveau des médias d'information et de variété et non au niveau cinématographique ou dans la fiction. Donc, moi, j'ai fait le tour un peu, puis je fais le tour depuis 2 ans, donc je baigne là-dedans. Puis, j'ai nommé ma maîtrise de Michaël Jean aujourd'hui « What up? » Wow! Puis, l'idée, c'est... J'ai noté beaucoup de choses, puis j'aimerais simplement me positionner en tant que quelqu'un qui est né en Haïti, qui a vécu 16 ans en Haïti, qui n'a pas eu besoin de nouveaux modèles quand je suis arrivée ici, parce que je savais que j'étais noire, je savais que j'avais plein de gens noirs qui pouvaient faire plein de choses parce qu'il n'y en avait que ça en Haïti. Donc, moi, j'ai une question pour vous en termes de qui vous pensez qui contrôle en ce moment ce que les jeunes apprennent, ce que les jeunes voient? Est-ce que vous pensez que le Québec fait partie de ce contrôle-là ou pas aujourd'hui? Ensuite, j'aimerais beaucoup entendre Jean-Yves sur les restrictions et défis auxquels vous avez fait face ou vous faites face aujourd'hui, que ce soit avec votre parcours avec le CRTC, que ce soit... en fait, c'est quoi le coût de vous positionner comme vous vous positionnez puis de prendre des risques comme vous êtes en train d'en prendre? Puis, je sais qu'il y a des gens derrière moi, fait que je finis avec cette question-là. Mariana Murat, chef d'antenne à TVA avant Michaël Jean, qui écrit l'histoire de cette femme, qui écrit ces histoires-là pour qu'on ne les oublie pas. Est-ce que par votre pratique, vous vous assurez qu'elles ne soient pas oubliées? Parce que, malheureusement, si j'écris pas une maîtrise, qui écrit? Que ces femmes ont existé, puis qui permettent qu'elles existent aussi sur le web pour que des jeunes comme les enfants de Madame Kaydor sachent qu'on a été plus que l'esclavage. Merci. Wow! La famille Mathieu, bravo, bravo.
Pascal? Oui, je pense que c'est des très bonnes questions. Bravo d'abord de t'intéresser aussi à ces sujets-là. Puis j'ai hâte de lire, donc au niveau de la maîtrise, hein, ton mémoire de maîtrise, donc très hâte de lire le mémoire de maîtrise. Puis je pense que c'est intéressant de voir de plus en plus d'étudiants aussi s'intéresser à ces questions-là. Donc, j'ai eu beaucoup de demandes d'encadrement des étudiants en recherche, justement, sur la représentation des femmes noires dans les médias traditionnels, mais aussi alternatifs. Donc, je pense que c'est déjà bien de voir des chercheuses s'intéresser à ça puis développer de la connaissance aussi sur le sujet. Donc, je voulais peut-être aborder la question des jeunes. Ta question, je la trouvais pertinente. Donc, les jeunes, je pense qu'aujourd'hui, avec les médias alternatifs aussi, sont influencés, oui, par les médias traditionnels, mais aussi ce qu'ils voient sur le web. Donc, je dirais en termes d'influence, c'est quand même partagé. Par contre, c'est sûr que moins les jeunes vont consommer des médias traditionnels québécois, moins ils vont avoir peut-être cette compréhension aussi de qu'est-ce que la culture, la société québécoise. Donc, parfois, c'est ça un peu le souci, je dirais que j'ai même en tant que mère. Donc, je trouve ça bien qu'ils aillent chercher justement des médias alternatifs et qu'ils puissent se représenter à travers d'autres types de médias. Mais en même temps, je me dis, il y a quand même une déconnexion aussi avec leur environnement, avec la culture environnante. Donc, comment faire pour concilier les deux un peu? Je crois que ça passe beaucoup par l'éducation aussi en salle de classe. Donc, moi, je suis professeure, donc je prêchais un peu pour ma paroisse, mais je pense que c'est important aussi en classe de voir comment on peut intégrer justement les savoirs noirs dans les classes, que ce soit au niveau primaire, secondaire ou universitaire aussi. Comment faire connaître les auteurs noirs, par exemple, les intellectuels noirs qui ont produit de la connaissance aussi sur les questions de représentation et autres. Donc, je pense que c'est déjà un premier pas de voir comment, en tant qu'université, par exemple, on peut réussir à intégrer les savoirs noirs, à les faire connaître, les rendre visibles aussi. Donc, je pense que c'est déjà une première étape qui est super importante pour les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'il faut qu'ils connaissent justement tous ces auteurs noirs, justement, dont on ne parle pas, par exemple, à l'école. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est super important, donc je voulais peut-être mentionner. Pour l'histoire, oui. Vas-y, Jean-Yves. Moi, je crois que le pouvoir est maintenant à Silicon Valley en termes de qui contrôle réellement, qui détient maintenant la plus grande influence médiatique. Ce sont les plateformes de streaming. C'est eux qui ont le pouvoir. Si on retourne ne serait-ce qu'à peine 10-15 ans en arrière, parce que c'est Netflix qui a été la boîte de Pandore, qui a été ouverte et qui a donné, qui a fait en sorte que l'industrie est ce qu'elle est aujourd'hui, que ça fait en sorte qu'il y a 15 ans à peine, on pouvait dire à l'époque que les jeunes sont encore influencés par nos grands médias ici. Mais maintenant, c'est plus le cas parce que d'ailleurs, c'est tout récemment que des articles sont sortis dans les médias que nos jeunes ne connaissent plus ne se connaissent même pas les supposées grosses vedettes québécoises. Ouais. Tu dis à un jeune de 15 ans ou même 20 ans, Véronique Cloutier, tu sais c'est qui? Le jeune va dire c'est qui ça? Donc, et pourtant, on retourne à peine 15 ans en arrière, ce serait aberrant. Mais c'est ça la réalité. Qui influence les jeunes, c'est YouTube, Netflix, Prime, c'est ça qui influence les jeunes maintenant. TikTok maintenant, donc un entrepreneur chinois à Shanghai qui a lancé une plateforme. Donc imaginez, c'est pour ça revient à ce que j'expliquais tout à l'heure, que étant donné que la frontière est effondrée, et que l'Internet a fait en sorte que maintenant c'est un Far West. Regardez qu'est-ce qu'on est en train de vivre avec Meta, qui fait en sorte que le gouvernement canadien et les médias canadiens sont mis à genoux par une entreprise à Silicon Valley. C'est ridicule. Ça fait aucun bon sens. Et pourtant, on est encore dans cette histoire-là d'avoir une absence totale de nos médias, étant donné qu'on parle de médias d'information, qui sont absents d'Instagram et Facebook, qui sont les principales sources d'information de la jeunesse. Mm-hmm. It doesn't make sense at all. Mais la vie continue. Regardez, voir, d'ici 5-10 ans, là, on continue à penser comme ça, puis vous allez voir les autres surprises qui nous attendent. Ouais. La maison brûle, mais on continue à chanter, là, ouais. Merci pour les réponses et les questions. Il y avait peut-être une autre question que j'ai presque oubliée.
C'est Sur par écrire l'histoire de Mariana Murat aussi, là. Moi, je propose que Alain Alexandre s'en charge au centre, au centre culturel afro-canadien. Hein? Mets ça sur ta liste, mais je sais qu'elle est longue. Le combat qui a été fait devant le CRTC, qui a été très complexe pour les gens qui ont lu les tonnes et les tonnes et les tonnes de documents là, qui sont sur leur site web, c'est très, très documenté, le combat entre notre organisation et les télécoms. Est-ce qu'il s'est terminé après l'approbation du CRTC? Non, pas du tout. Ils sont pas contents de nous voir quand on se présente en meeting dans leur bureau et qu'ils sont obligés de nous faire des chèques pour les prochains 5 ans. Of course qu'ils sont pas contents. Regardez, on est encore dans ce qu'on appelle un état de droit où quand des règles ont été décidées par les hautes instances, ils doivent les respecter. C'est normal, it's part of the game. Mais vous savez, ces télécoms-là, c'est eux qui contrôlent l'Internet. C'est eux qui contrôlent votre consommation de contenu à travers votre téléphone, votre tablette et votre télévision connectée. Fait que de la même manière qu'ils se plaignent que Netflix et compagnie viennent mettre des bâtons dans les roues, mais c'est qui donne le pouvoir d'avoir accès à Netflix? Ben, ce sont les télécoms, ce sont les mêmes joueurs qui se plaignent de perdre de l'argent à cause que leur chaîne de télévision ne rapporte pas autant, mais ils font plus d'argent encore avec la téléphonie cellulaire, parce qu'au Canada, ce que ça coûte pour payer en facture à chaque mois pour son service d'Internet, ça coûte plus cher qu'en Europe. Donc, à the end of the day, on se fait avoir en tant que citoyen. Fait qu'il ne faut pas se laisser berner par tous ces milliardaires-là qui viennent pleurer devant les micros de la télévision. Non, il ne faut pas se laisser berner par ça. On a compris que c'était ton os, Jean-Yves. Il finit, tu boucles la boucle avec le millionnaire. Le milliardaire, pardon. Donc, je vais juste terminer sur ça. Ce que nous, on reste très lucide par rapport à ça. On a un plan très défini. On sait très bien que l'avenir, c'est le streaming. Le broadcasting est en train de mourir. And now the future is the streaming. Fait que nous, on est dans une transition. Donc, toute notre énergie, elle est sur ça. On ne se base pas uniquement sur notre licence. Bonsoir. Je me posais la question en vous écoutant si je ne me suis pas trompé sur le sous-titre. On disait représentation des Noirs dans les médias québécois. Je n'ai entendu parler que de télévision. Est-ce que je dois comprendre que la radio, excusez-moi de parler de ce qui me concerne, la presse écrite, pour vous, tout a l'air de bien s'y passer dans la radio et la presse écrite québécoise? Ça, c'est la question 1. Et je parle notamment de presse québécoise, presse écrite, parce que Noémie est plutôt presse écrite. Deuxième chose, et là, Jean-Yves m'a peut-être donné le lead pour aller un peu dans ce que je voulais dire. On a beaucoup parlé de médias traditionnels, et pourtant, je pense que c'est madame qui vient de parler de médias alternatifs. Les médias sociaux aujourd'hui, moi, on a dit conférence-débat, je vous lance ça comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est vers ça aujourd'hui que les jeunes Noirs sont en train de se diriger et non plus vers les médias traditionnels? Je veux bien répondre sur la question des médias radio presse écrite. Non, je pense pas que tout est rose dans les médias, dans les médias d'information qui sont autres que la télé. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais écrit un texte où j'avais publié une donnée qui est intéressante, où on parlait du journalisme. Donc, la proportion de gens de minorités visibles qui exercent la profession de journalisme au Québec et au Canada, si on pense aux Noirs en particulier, au Québec, pour que cette proportion-là soit fidèle ou représentative de la composition de la population, il faudrait qu'il y ait 2 fois plus de journalistes noirs. Au Canada, c'est 1,5 fois. Donc, au Canada aussi, il y a une sous-représentation des journalistes noirs, mais au Québec, la sous-représentation est encore plus aiguë. Donc, il faudrait qu'il y ait 2 fois plus de journalistes noirs pour refléter donc, la composition de la population québécoise. Donc, non, tout n'est pas rose à la radio puis à la presse écrite. Est-ce que ça répond à votre question? Oui.
Pour les médias sociaux, peut-être? Oui, il y avait une autre question sur les médias alternatifs. Mais je pense qu'il y a quand même cette idée de démocratisation des médias qui a permis quand même aux jeunes de créer leurs propres médias, donc d'avoir leur plateforme de streaming où est-ce qu'ils vont présenter du contenu. Ce que je trouve très bien aussi, donc c'est quand même une forme d'expression, de justement être en contrôle de son narratif. Donc les jeunes, beaucoup vont aller vers les plateformes de streaming où est-ce qu'ils ont des jeunes comme eux qui vont parler des enjeux qui les touchent. Donc, si je parle des cheveux, par exemple, noirs, donc mon fils, donc il va prendre des vidéos YouTube pour savoir comment faire ses cheveux, par exemple, etc. Donc, tout ça pour dire qu'il y a quand même des modèles intéressants en ligne et les jeunes sont capables d'aller chercher, de s'identifier aussi à ces modèles-là via les médias dits alternatifs, mais qui sont devenus presque maintenant presque le seul moyen par lequel les jeunes consomment aussi des médias, finalement. Donc, c'est pas si alternatif que ça, finalement, parce que, justement, les jeunes vont aller vers ces médias-là qui, peut-être, sont beaucoup plus représentatifs, beaucoup plus attirants pour eux, donc, ils sont perpétuellement connectés aussi, donc, ils ont cette facilité aussi d'accès à ce contenu-là, et avec les que je trouve intéressant aussi. Quand même. Donc, oui, mais je m'excuse, Oui. mais de t'interrompre. Les algorithmes facilitent aussi la représentation. Parce qu'ils voient constamment des vidéos où ils se sentent interpellés, où ils se voient. Alors, c'est sûr qu'entre ça et le téléjournal, où est-ce qu'il y a un demi-journaliste noir, ben il n'y a pas photo, là. Ça, c'était peut-être un peu raide, mais bon. Vous comprenez. Bonsoir, mon nom est Marie-Laure Rosas, je suis réalisatrice, scénariste et plein d'autres choses encore dans la vie. Mais pour ce soir, là, je me suis inspirée du titre « Image ou réalité ». Image ou réalité, et je voulais m'adresser à Monsieur Roux parce que, en fait, j'ai essayé de vous joindre et je me suis heurtée à un téléphone sans répondeur. Ça m'a découragée pour un projet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on s'est déjà parlé il y a quelques années. Peut-être que ça a changé aujourd'hui et je le souhaite. Mais en fait, c'est de savoir comment vous, en tant que média qui se positionne de plus en plus ouvertement et qu'effectivement vous faites un beau travail, comment vous accompagnez les créateurs? Ma question va être simple comme ça, j'en avais une page, mais je pense que je dois me presser un peu par rapport à l'horaire. Merci. Bien, premièrement, on a un répondeur maintenant. Bravo! C'est une belle évolution. D'ailleurs, je t'inviterais même à faire connaissance avec notre directrice de programmation, Nancy, qui fait un magnifique travail d'ailleurs auprès de notre communauté. Et tu sais, pour tout le monde, pas juste pour toi, mais pour que tout le monde comprenne l'importance de notre travail, je crois qu'au courant des 3 dernières années, je crois qu'on est rendu en termes de retombées financières à au moins une dizaine de millions de dollars de projets qu'on a pu déclencher dans toutes sortes de programmes. Puis, ce que les gens doivent comprendre, c'est que dans 95% de ces projets-là, ben, ces 10 millions de dollars-là auraient été dans les poches des mêmes groupes de boîtes de production qui bouffent tout l'argent habituellement. C'est juste pour dire à quel point c'est important que non seulement qu'un diffuseur comme nous existions, mais que des producteurs et des réalisateurs, des réalisatrices comme toi existent, parce que de toute manière, Natif n'a pas sa raison d'être si des producteurs et réalisatrices, justement, issus des communautés comme toi, n'existent pas, parce que vous êtes notre raison d'être, les producteurs et productrices racisés. Donc, je t'invite tout simplement vraiment à parler avec Nancy à la fin de cette rencontre-là. Ça va se faire un plaisir d'échanger vos cartes. On en reparle l'année prochaine. On a hâte de voir ça. Je pense qu'on va prendre une dernière question. J'ai quelques commentaires et questions. Pour ce qui est de l'imagerie, moi, j'ai pensé à lancer compte. J'ai pensé à la médecin. Moi, j'étais avocate. J'étais en train de devenir avocate au moment où c'est arrivé. Alors, je pense que c'est important de rappeler ce rôle-là. Dany Laferrière a été longtemps à la télévision. On l'oublie aussi.
Il faisait la météo à TQS. C'est avec Marc Labrèche, c'est vrai. Puis j'essaie de me souvenir du nom de cette actrice dans Lance et Compte. C'est une Française. Oui, c'est ça, t'as raison. Oui, tu t'en souviens, martiniquaise, je pense, guadeloupéenne. Guadeloupéenne, martiniquaise. Attends, c'est ça. Puis elle avait joué un rôle de médecin. Oui, Lucie, mais elle a joué le rôle de médecin, qui était quand même intéressant. Puis il y a quand même, quand on réécoute Lance et Compte, parce que ça joue sur RTV, il y a des propos qui étaient quand même assez forts qui ont été dits, puis des propos très, très discriminants au sein de la télévision. C'était quand même assez frappant. En parlant de propos frappants, on a parlé un peu du mot en haine. Ça a quand même fait une crise au Québec. Puis je trouve peut-être important de mentionner comment ça a été géré, puis j'aimerais avoir vos commentaires là-dessus. Parce qu'il y a quand même eu les journalistes qui ont été dans le domaine public sur cette question-là, l'Ombudsman qui a commenté sa propre décision. C'est quand même un peu inquiétant quand on parle de... Puis alors que... Et on a vu aussi à travers les médias qu'il y avait comme une scission entre le Québec et le Canada anglais là-dessus. Puis parlant du Canada, en ce qui a trait à la CAI, c'est intéressant de regarder les commentaires aussi sur Internet. Et ça, là-dessus, c'est très inquiétant. Je veux dire, on parle de propos qui sont à la limite de la haine en ligne, en ce qui a trait aux commentaires que j'ai lus sur Internet, en ce qui a trait... J'ai pas vu l'émission, mais c'est quand même inquiétant les propos que les gens peuvent se permettre. Donc, le propos habituel, retournez donc chez vous. Je ne sais pas c'est où chez nous. Peut-être quelqu'un va me le dire un jour. Puis ensuite, parce que moi, je suis arrivée ici, j'avais 2 ans, puis j'en ai presque 60, alors je ne sais pas c'est où chez nous. Alors, c'est peut-être dans les livres ou peut-être dans les séries, je ne sais pas. Puis après ça, on a parlé beaucoup de Toronto, puis comment ça se fait qu'à Toronto, ça bouge plus? Puis il y a des séries comme Amanda Paris a fait une série sur For the Culture, il y a des séries sur Black Canadian. Il y a quand même une voix qui est quand même entendue, qui est non seulement... C'est une voix de documentaire qui est entendue, où on raconte nos histoires. Fait que moi, c'est plutôt ça. Puis je regarde le paysage, puis j'écris dans les journaux de façon bénévole. J'écris beaucoup. Puis je considère que nos voix ne sont pas entendues. Puis je pense qu'elles doivent être entendues. J'ai des commentaires sur Facebook à l'effet que les gens sont contents des analyses que je fais parce que ça leur donne des munitions pour comprendre dans quel écosystème ils évoluent. Alors, je pense que c'est important aussi de mettre ça aussi sur la table. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est tout pour cette 2e conférence débat. Je vous remercie infiniment de votre attention, de votre intérêt. L'université demeure un lieu de discussion ouverte et de débat engagé. Je pense qu'on a vu une belle manifestation de ça ce soir. Merci à nos conférenciers, Pascal Caïdor, Noémie Mercier, Jean-Yves Roux. Je salue le CECAM pour la collaboration constante. J'aimerais citer notamment Alain, qui est mon nouvel ami, je suis très contente de ça, Nathalie, Joanne et Chloé. Je voudrais aussi souligner la participation des équipes administratives du Bureau des communications et des relations publiques, Catherine et Benjamin, des technologies de l'information, Francis et Nicolas, de la direction des immeubles, ainsi que les équipes des vice-rectorats aux partenariats communautaires et internationaux et à la planification et à la communication stratégique qui ont fait en sorte que la conférence soit une réussite. Je propose finalement au recteur, M. Daniel Jutras, de prononcer le mot de la fin. Merci beaucoup, Mme Fauron. Merci, Sophie, pour cette excellente animation. Comme toujours, on est toujours extrêmement heureux de vous accueillir parmi nous. Vous êtes très doués pour ce genre d'exercice. Mais je veux remercier aussi nos conférencières et conférenciers, Pascal Caïdor, Noémie Mercier, Jean-Yves Roux. Vous avez été vraiment formidables. Vous avez parlé avec passion ce soir, mais aussi avec éloquence, intelligence. En tout cas, moi qui suis peut-être dans l'esprit de certains d'entre vous, eh bien, je pourrais prendre quelques minutes pour vous détromper, mais une personne de pouvoir, puisque je suis recteur de l'université. C'est pas tant de pouvoir que ça d'être recteur de l'université. Je suis interpellé quand même par vos propos ce soir. Je trouve qu'on a matière à réflexion très importante.
Et puis, je dirais, avec un petit sourire, que je me suis senti un peu jeune ce soir parce que moi non plus, je ne m'abreuve pas du tout à la télé traditionnelle. Je ne regarde pas les séries en français. Alors, comme si j'avais 15 ans, en fait. Là, mes sources d'informations sont ailleurs. Évidemment, réfléchir à la représentation des personnes noires dans les médias, comme on l'a fait ce soir, bien, ça soulève d'autres questions, des questions importantes, fondamentales sur la place des Noirs dans d'autres zones d'influence, zones de pouvoir, que sont la politique, l'administration, la justice, le monde universitaire, évidemment. Et partout, dans ces secteurs-là, on met en place des programmes de justice, d'équité, de diversité et d'inclusion, parlons dans ces termes-là. Et je pense que tout le monde se rend compte que ces programmes-là et ces efforts-là, c'est un apprentissage, en fait. C'est un cheminement. C'est pas un geste instantané. Il ne suffit pas d'ouvrir des portes à la différence. Il faut s'assurer que les gens auxquels on ouvre des portes puissent se reconnaître et s'épanouir dans les endroits où on ouvre ces portes. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait instantanément. On l'a répété beaucoup au cours de la soirée. Je pense que c'est un message important. Comme le disait Émilie Nicolas l'année dernière à la même conférence, l'équité, la diversité et l'inclusion, il faut que ce soit bien plus que des campagnes d'affichage. Alors, je vais vous dire avec beaucoup d'humilité qu'à l'Université de Montréal, on est dans ce processus d'apprentissage, on est dans ce cheminement que je viens d'écrire et qu'on a beaucoup de chemin à faire. J'en suis parfaitement conscient. Mais je crois qu'on apprend. Je pense qu'on continue d'apprendre à l'Université de Montréal. On sait, par exemple, que ça ne sert à rien de faire les choses tout seul de notre côté, qu'il faut travailler avec des partenaires. C'est pourquoi on est partenaire du Centre culturel afro-canadien de Montréal et d'autres organisations communautaires. On a déjà des relations avec vous depuis quelques années, depuis, en fait, mon entrée en fonction, et je suis extrêmement reconnaissant que vous soyez venus vers nous pour faire avancer ce projet. Et je sais, pour en avoir glissé un mot tout à l'heure avec les patrons, tiens, vous autres aussi, vous êtes des patrons, avec les patrons du CECAM, que le projet progresse bien et qu'on aura de belles nouvelles à mesure que les mois et les années avancent. Je veux saluer aussi mon chancelier parce que je sais qu'il est une source d'inspiration pour plusieurs d'entre vous. Mais je veux vous dire qu'il est aussi une source d'inspiration pour moi et une source d'inspiration pour mes collègues. Évidemment, avoir un chancelier comme Franz Saint-Elmy, ça peut motiver un jeune noir à faire des études universitaires. Puis on s'en cache pas, c'est un des objectifs qui nous a amenés à inviter Franz à prendre ce rôle très, très important parce qu'on pensait que d'avoir des modèles, d'avoir de la représentation et de la représentativité comme celle-là était un geste important. Mais je pense que ça peut aussi nous inspirer, nous, la communauté universitaire, à être plus inclusive. Alors, je voudrais terminer en vous disant que c'est formidable, le mois de l'histoire des Noirs, mais il faut que ça dépasse le mois de février. Il faut que cette réflexion-là se déploie sur la durée. Alors, pour nous, la discussion entre l'Université et les communautés noires, avec le CECAM en particulier, ça va continuer. Puis là, je voudrais faire 2 petites promos en terminant parce qu'on a des projets emballants qui s'en viennent. On a parlé beaucoup de représentation ce soir. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à visiter le web We4B ou We4B. Je pense que c'est plutôt We4B que We4B du mois de l'histoire des Noirs que nous avons mis en ligne. Puis on trouve là, sur ce site web, des portraits inspirants des membres de notre communauté universitaire. Alors, allez faire un tour, c'est vraiment formidable. Et puis, aujourd'hui même, avec nos amis du CECAM, nous allons lancer un balado, le balado Afro-Voix. Dans chaque épisode de ce balado, nous ferons la rencontre d'une autrice, d'un auteur des communautés noires et d'un membre du corps enseignant de l'université. C'est une très, très belle idée. J'ai très hâte de découvrir le résultat. Je vous confesse que je ne l'ai pas vu encore. Je vais aller le voir dès que j'aurai cette occasion. Vous pouvez déjà, me dit-on, écouter, ou plutôt l'entendre, puisqu'il s'agit de balado. Vous pouvez déjà écouter le premier épisode sur le site de l'université ou sur Spotify. Alors, sur ce, il se fait tard. Tout le monde a été très attentif et extrêmement généreux de son temps. Je veux vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Merci encore à nos conférenciers et conférencières et à notre animatrice de grand talent. Et bonne fin de soirée. Ah, ben là, oui. Alors, ça a l'air qu'on invite tout le monde à boire un verre au cocktail. Alors, si vous avez un peu de temps avec nous, il faudra se diriger
c'est dans le salon derrière le rectorat, ça. Donc, il faudra se diriger comme là, puis vers les portes qui seront ouvertes. Vous entendrez du bruit parce que ça va être un gros party. Venez prendre un petit verre avec nous, quelques bouchées locales. Et vous êtes tous et toutes bienvenus. Alors, à tout de suite.